Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Madame Ferrari. Bienvenue dans la matinale de CNews. S'il y a un fait politique à retenir de la soirée des régionales d'hier, c'est bien sûr l'abstention. 68% d'abstention, 2 Français sur 3 qui ne se sont pas mobilisés. Quel message ils ont envoyé? Un message de colère ou un message de « en fait on n'en a rien à faire de vos élections » ? Je pense qu'il y a quand même un message de colère derrière cette abstention massive. C'est une abstention historique sous la Ve République, on va regarder, mais jamais il y a eu un tel taux d'abstention. Beaucoup chez les jeunes, beaucoup chez les classes populaires, les milieux modestes, ceux qui en somme souffrent le plus des politiques qui sont menées ces 5 dernières années, mais bien plus, quand le pouvoir d'achat baisse, quand les prix augmentent, le chômage augmente, et bien à un moment donné, les gens se disent « bon sang, on va voter à chaque fois et il n'y a rien qui change dans notre vie ». Et alors, pourquoi y aller? Et c'est là où c'est grave, et c'est là où il y a une crise démocratique dans notre pays qui est profonde. Parce que si les gens ont le sentiment que quand ils vont voter, il n'y a rien qui change dans leur vie, eh bien au bout d'un moment, ils restent chez eux. Et donc il va falloir un jour que l'on puisse dire, si vous allez voter demain, eh bien oui, les salaires vont augmenter, les pensions vont augmenter, le chômage va reculer, et ça... je vous dirais, c'est un petit peu de notre responsabilité à nous, à gauche, de pouvoir le dire, de le démontrer, de montrer que c'est possible. Mais en fait, les Français se concentrent sur une seule élection maintenant, l'élection présidentielle. Ils se déplacent pour voter à cette élection-là, et les autres, en fait, ils n'y prêtent plus attention, parce qu'ils ont l'impression que ça ne sert à rien, que leur vote ne sert à rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis des mois, on nous dit que le second tour de l'élection présidentielle est déjà joué et que ce serait un duel, voire un duo entre le président de la République et la patronne de l'extrême droite. Eh bien, en fait, ces élections ont montré que même si les Français ont peu voté, en tout cas, ils n'ont pas voté pour ces deux partis. Ils ont plutôt montré même que voter extrême droite, c'était pas la solution, puisque l'extrême droite recule fortement. Et puis franchement, pour les listes de la majorité, il y avait 15 ministres engagés dans ces élections. Et ils ont pris moins de 10% quand même. Ils ne sont pas qualifiés. Donc 15 ministres qui sont à ce point disqualifiés, mais c'est la politique du gouvernement qui est disqualifiée. Donc il faut... Mais le président de la République doit quand même tenir compte de cette élection et de se camoufler à ses membres de son gouvernement. D'abord, il doit faire un remaniement, mais surtout, si c'est pour changer les hommes mais continuer la même politique, ça n'ira pas. Il doit véritablement changer, bifurquer, changer de politique et se préoccuper des questions de pouvoir d'achat et d'emploi, pour les jeunes notamment, qu'il s'intéresse à ces questions qui montent depuis des mois et des mois dans notre pays. On sort de la pandémie, on a besoin de respirer, on a besoin de vivre, on a besoin de pouvoir consommer, mais avec des bons salaires, des bonnes pensions. C'est pas le cas aujourd'hui. Ce sont ça les priorités de nos concitoyens. Le remaniement que vous demandez, il faut qu'il aille jusqu'au Premier ministre, il faut changer de Premier ministre et changer de politique, donc d'après vous, à 1 an, 10 mois de la présidentielle? Écoutez, moi je serai en tout cas Premier ministre. Aujourd'hui, je me remettrai en question. Vous présenteriez votre démission? Ce sont les mêmes, bien sûr. Mais ce sont les mêmes qui disaient il y a encore quelques jours qu'il fallait faire la réforme des retraites et demander aux Français de nouveaux sacrifices. Ce sont les mêmes qui disent aux jeunes la dette, il va falloir la payer, vous allez en prendre pour 30 ans, et après on s'étonne que les jeunes n'aillent pas voter. Mais enfin, il faut redonner de l'espoir. C'est pour ça que moi que je parle de défi des jours heureux. Il faut aujourd'hui pouvoir dire qu'il est possible de mettre en œuvre des réformes populaires, progressistes, pour le plus grand nombre de nos concitoyens. C'est ça l'enjeu. On va parler de l'union de la gauche dans un instant. Encore un mot du Rassemblement national. Il n'a clairement pas d'envie du Rassemblement national. Avant, on votait par dépit pour pour chambouler le système pour ce parti. Aujourd'hui, on ne vote plus. Et il y a des appels désespérés, des appels du Rassemblement national envers leurs électeurs en les enjoignant, en leur ordonnant d'aller voter. Ça signifie encore une fois que la stratégie du Rassemblement national n'était pas la bonne et que c'est une bulle, je dirais, politique. D'abord, encore une fois, il faut faire confiance à nos concitoyens et aux Français. Je vous signale qu'il y a encore quelques jours, on disait que l'extrême droite allait rafler 6 régions, ils étaient en tête partout, les sondages les mettaient très très haut. Les Français ont voté et ils les ont mis très très bas. Pourquoi ? Donc, d'abord, parce qu'ils jugent leur solution pas crédible. Donc attention aux sondages, donc je ne veux plus m'en entendre parler sur les présidentielles, vous voyez ce qui s'est passé. La deuxième chose, c'est que dans les régions où en 2015, le Front National avait fait de très hauts scores, ils viennent de passer un mandat. Ce que l'on a vu et ce que nos concitoyens ont vu, comme dans la région des Hauts-de-France, comme en Bourgogne-Franche-Comté avec Julien Audoul, ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont vu des conseillers régionaux qui se sont écharpés, ils se sont divisés, ils ont voté des choses sans conséquence, éloignées de l'intérêt de nos concitoyens. Et peut-être que nos concitoyens, tout simplement, ils se sont aperçus
qu'ils avaient fait un mauvais choix en votant pour eux en 2015, qu'ils s'étaient trompés de colère, que ceux-là même sur qui reposait beaucoup d'espoir, eh bien, en fait, sont comme les autres. Et le Front National est un parti qui, aujourd'hui, est divisé, a porté la haine, divise les Français entre eux en fonction de leur religion, en fonction de leur couleur de peau. Et ça, les Français n'en ont pas besoin. On n'a pas besoin d'un climat de tension et de haine dans le pays, surtout après ce que nous venons de vivre. Et j'imagine que vous dites Front National à Essian, en ne disant pas Rassemblement National, oui, qui est le nouveau nom du parti. Juste un mot en PACA. Est-ce qu'il faut faire... Thierry Mariani est arrivé quand même légèrement en tête devant Renaud Muselier. Il faut faire un Front républicain en PACA? D'abord, j'appelle la liste conduite par Félicia à se retirer. Eh bien, il a dit que non ce matin. Oui, mais il est encore temps, jusqu'à ce soir, de changer d'avis. Et nous en avons parlé hier avec les responsables écologistes. J'ai croisé Yannick Jadot sur les plateaux, j'en ai parlé avec Olivier Faure. Ensemble, nous appelons la tête de liste écologiste de PACA à se retirer. C'est le meilleur moyen pour empêcher l'extrême droite d'emporter cette région. Ils porteront une lourde responsabilité. Et je sais que mes camarades des Bouches-du-Rhône, Jérémy Bacchi, sénateur communiste de Marseille, a lui aussi, avec l'ensemble de son conseil départemental, appelé au retrait de cette liste et à tout faire pour faire barrage à l'extrême droite dans cette belle région. Parce que c'est pas... si l'extrême droite dirigeait cette région, mais là aussi, alors qu'il y a tant d'enjeux de réconciliation, de vivre ensemble à porter, il risque de mettre à la tête de cette région un responsable politique et des hommes dangereux pour certains d'entre eux qui vont attiser la haine entre Français. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui arrive largement en tête, dit « C'est nous qui avons desserré la mâchoire pour la briser du Rassemblement national. Je suis l'ennemi numéro 1 du Rassemblement national. » C'est la droite, au fond, qui a défait ce tandem, ce duo Macron-Le Pen. Bon, d'abord, Karima Delli a mené une belle campagne. C'est la seule région où l'ensemble des forces de gauche étaient unies. Elle est aujourd'hui à plus de 18%. L'enjeu, c'est que demain, au Conseil régional, il y ait des élus de gauche, communistes, insoumis, socialistes, écologistes, pour pouvoir justement se battre pour un TER qui va rester public, pour des centres de santé dans la région, puisque c'est un gros problème chez nous. Ça, c'est l'enjeu du second tour des élections régionales. Mais je vais ajouter une petite nuance. Il y a les élections départementales en même temps. Et je vois au regard des résultats du premier tour des élections départementales, dans ma région, mais comme dans d'autres, comme en Île-de-France, en Normandie, où les communistes étaient présents, nous sommes très présents dans ces élections locales, que nous avons fait reculer le Front National partout où nous étions candidats. Oui, aussi. Donc il n'y a pas que la droite. Non, quand nous sommes là et que nous nous sommes retrouvés face à plusieurs candidats de droite et d'extrême droite, nous arrivons largement en tête et nous allons nous renforcer avec beaucoup plus de conseillers départementaux élus, normalement, et je le souhaite, au second tour, dans de nombreux départements comme la Seine-Maritime ou le Pas-de-Calais ou le Nord chez moi. Et c'est possible. Donc il y a un véritable enjeu de second tour, et d'ailleurs, même le Val-de-Marne, oui, où tout le monde a pointé du doigt la situation du Val-de-Marne, le dernier bastion communiste. Eh bien, il y a un sursaut à voir du côté des électeurs dans ce beau département parce que les candidats de la gauche de Val-de-Marne en commun sont présents au second tour partout, dans tous les cantons, sauf un. Donc oui, c'est encore possible d'avoir un département du Val-de-Marne à gauche, uni, et pouvoir garder des mesures très importantes pour le pouvoir d'achat. Parce que je parle beaucoup du pouvoir d'achat. Mais vous voyez, quand dans le Val-de-Marne, c'est le seul département de France où il y a une carte imaginaire qui permet à tous les lycéens, étudiants, collégiens de payer que 50% de leur ticket de transport. C'est 300 à 400 euros par mois d'économiser pour des familles quand il y a 3 enfants. C'est un ordinateur pour chaque collégien qui rentre au collège. C'est énorme. C'est le département où il y a le plus de crèches public. Voilà ce qu'a fait la gauche et les communistes dans ce département du Val-de-Marne. Alors oui, il faut un sursaut au second tour pour que ce département puisse continuer de mettre en œuvre ses politiques et que surtout pas la droite ne l'emporte, puisque eux, ils vont attaquer ces politiques publiques. Alors l'Île-de-France, Valérie Pécresse est en tête, mais elle a besoin d'une majorité claire. Est-ce que la gauche va additionner ses voix? Il y a Julien Bayou à 12,95%, Audrey Pulvar à 11,7% et Clémentine Autain qui ferme le bal à 10,24%. Vous allez tous vous rassembler, parce que vous soutenez Clémentine Autain, c'est le seul d'ailleurs endroit où le PC est allié à la France Insoumise. Vous allez allier vos forces pour tenter de faire basculer la région? Regardez mon beau sourire gourmand. Voilà, il y a un bel enjeu dans cette région et j'apporte tout mon soutien à Julien Bayou pour faire en sorte que dans cette grande région d'Île-de-France, la plus grande de France, la plus riche
mais aussi celle où il y a le plus d'inégalités, eh bien, il est possible dimanche prochain que cette région soit de nouveau dirigée par un rassemblement des forces de gauche écologistes, socialistes, communistes, insoumis, tous ensemble. Il est possible de faire en sorte que la gauche l'emporte et mettre les politiques publiques au cœur. Bien sûr, avec Julien Bayou, qui est arrivé en tête des forces de gauche. Et là, il peut y avoir une dynamique de rassemblement. Vous voyez bien que le total des voix de gauche l'emporte sur celle de la droite. Et donc, il y a un enjeu énorme. Mais c'est très important, c'est la gratuité des transports publics, c'est un plan de rénovation pour les collèges. C'est là aussi le pouvoir d'achat et les services publics qui vont être au cœur du futur Conseil régional d'Île-de-France. Donc c'est très important que les électeurs se mobilisent. On a trop parlé de sécurité dans les transports, dans cette région d'Île-de-France. Tout a été axé sur la sécurité pour un certain nombre de candidats. Je ne suis pas de ceux qui disent que la sécurité n'est pas un problème. C'est un vrai problème. Parce que les Français l'ont dit à travers les préoccupations qu'ils expriment, ça arrivait en tête. Mais il y a de grandes différences entre la manière dont la gauche le porte et la droite, ou l'extrême droite. Nous, quand nous parlons de sécurité, nous voulons que ce soit un sujet national, c'est quand même un sujet régalien, c'est l'État qui doit assurer la sécurité et la tranquillité publique avec ses gardiens de la paix et de la police de proximité. C'est ce que nous portons, nous, à gauche. Et nous ne sommes pas pour la privatisation de la police. Et compris, la droite, c'est celle qui a le plus supprimé d'emplois dans la police nationale. Mais ce que nous disons aussi, nous, à gauche, c'est qu'il y a besoin de politiques de prévention, il y a besoin d'éducateurs spécialisés, il y a besoin de travailleurs sociaux. Et ça, c'est qui ? Mais ce sont les départements, justement. Ce sont eux qui embauchent ces hommes et ces femmes qui vont être auprès des jeunes, dans les quartiers, dans les associations, qui vont travailler avec l'éducation nationale, avec les bailleurs sociaux, pour étudier chaque cas de primo-délinquants, pour regarder comment on les sort de situations difficiles. Les départements sont au cœur des politiques de prévention. Donc vous voyez bien l'enjeu qu'il y a au second tour de ces élections départementales, à ce qu'il y ait des départements de gauche et le plus possible pour qu'on ne bascule pas dans des politiques sécuritaires. C'est ça l'enjeu. Vous avez raison. Est-ce que c'est ce qui s'est passé hier soir, l'abstention, le fait que le Rassemblement national soit bas, que la République en marche soit en déroute, va changer quoi que ce soit dans votre stratégie présidentielle? Vous êtes toujours candidat? Mais plus que jamais, pour porter le défi des jours heureux, pour donner de l'espoir à gauche. Je souhaite qu'il y ait un débat profond dans notre pays, projet contre projet, entre les libéraux, ceux qui portent ce vieux modèle capitaliste qui a fait tant de mal à notre pays, et surtout là pendant cette pandémie, et ceux qui à gauche, comme moi, veulent passer un pacte avec les Français sur le pouvoir d'achat et mettre la jeunesse au cœur de nos priorités pour en faire une grande cause nationale. C'est ça l'enjeu. Bien sûr que je souhaite porter cet espoir à gauche parce qu'on en a besoin. Est-ce que le fait que la France insoumise soit très bas, 5,1% au niveau national lors de ces élections, vous ouvre un espace à gauche? Est-ce que c'est autour de vous que l'union de la gauche pourrait se faire? En tout cas, je souhaite, quand je parle de pacte national à construire pour notre pays et à redonner un espoir à gauche, oui, je souhaite que le Parti communiste français puisse, avec les autres forces de gauche, pouvoir porter cet espoir et montrer que c'est possible. Mais bien sûr, j'ai toujours dit que ma candidature ne visait pas à soustraire à qui que ce soit à gauche, mais plutôt à additionner, à construire, à redonner de l'espoir. Vous voyez, tous ces hommes, ces femmes qui sont désespérés, qui ne vont plus voter, je souhaite pouvoir dire, eh bien, avec nous, à la tête du pays, à l'Élysée ou au gouvernement, vous verrez bien tout de suite que votre pouvoir d'achat va augmenter. Nous, la question des salaires, on la porte. C'est 1 400 € net, le SMIC, tout de suite. C'est la hausse des pensions pour nos retraités. C'est permettre à ceux qui ont 37 ans et demi de travail derrière eux de pouvoir partir en retraite avec une bonne retraite. Et c'est faire de la jeunesse notre grande priorité. On voit bien qu'à gauche, si on ne montre pas qu'il y a des mesures fortes et possibles en reprenant le pouvoir sur l'argent, si on ne montre pas qu'on peut changer la vie des gens, eh bien on ne fera plus briller les yeux de nos concitoyens. Et moi je veux faire briller ces yeux, je veux redonner de l'espoir. À gauche, c'est possible. Mais est-ce que vous êtes compatible avec Jean-Luc Mélenchon? Vous aviez critiqué ses propos il y a quelques semaines. En tout cas, l'enjeu c'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale. C'est d'avoir des élus, quoi. Il faut avoir un président qui l'emporte à gauche et derrière une majorité à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, moi je ne dis pas qu'une force seule doit l'emporter. Il faut de la diversité à l'Assemblée nationale. Et à gauche, il en faut. Nous sommes différents. Et donc je souhaite pouvoir construire une majorité à l'Assemblée nationale avec le plus de députés de gauche, communistes, mais aussi
insoumis, socialistes, écologistes. Nous sommes différents, mais nous pouvons nous retrouver autour de propositions fortes. C'est pour ça que je propose aux autres forces de gauche un pacte d'engagement aux élections législatives pour montrer que si nous étions majoritaires, voilà ce que nous mettrions en œuvre. Nous sommes différents, mais nous pouvons travailler ensemble et nous le montrons aux régions, dans les régionales, dans les départements, dans les villes. Enfin, vous voyez bien que ce score qui est fait par les listes de gauche aux régionales, il s'inscrit dans la suite de ce que nous venons de faire dans les grandes villes de France aux élections municipales. Donc c'est quand même pas une surprise que la gauche aujourd'hui fait plus que résister. Elle est en passe de l'emporter, peut-être même dans 2 régions, l'Île-de-France et les Pays de Loire. Donc nous sommes, oui, en conquête. C'est ça le nouvel espoir à l'issue de ces élections régionales. Merci beaucoup Fabien Roussel.